Je me présente, Pierre Rondia, collègue de Lise, donc du Centre Wallon de recherche agronomique également, et chef de file du projet Interreg Coform, dans lequel s'inscrit ce webinaire qui sera suivi par d'autres événements en lien avec le management. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, vous êtes nombreux à être présents, c'est très bien. Donc le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle, comme je l'ai dit, qui... Alors, encore un petit clic, s'il te plaît. Voilà, s'inscrit dans un cycle et donc tout d'abord, je vais présenter le contexte, dans quel contexte s'inscrit ces webinaires et cette formation sur le management, avec la présentation du projet Coform. J'en viendrai ensuite à la formation au management. Donc, devenir employeur, ça ne s'improvise pas. Et enfin, en guise de conclusion, je reprendrai les principaux points qui se seront dits aujourd'hui et j'en terminerai par annoncer les prochains événements. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, le projet Coform, c'est un projet européen multifacette qui s'inscrit dans le programme transfrontalier Interreg 5, donc qui a pour axe la cohésion sociale, la santé, la formation et l'emploi. Donc on est vraiment en plein dedans. L'objectif est de favoriser l'emploi et la mobilité transfrontalière des travailleurs et de pouvoir les intégrer au niveau des marchés de l'emploi. 3 régions sont concernées, logiquement, la France, une partie de la Flandre et une partie de la Wallonie. Donc la France, ce sont les Hauts-de-France. Pour la Flandre, c'est la province de la Flandre orientale. Et pour la Wallonie, ce sont les provinces du Hainaut, de Namur et de Luxembourg. Alors, Coform en bref. C'est un partenariat franco-belge rassemblant 17 structures, dont 7 structures financées et 10 partenaires associés. C'est un projet qui a débuté en janvier 2020, donc au tout début de la crise Covid, et qui se termine à la fin de cette année. Coform vise à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie au travail des éleveurs de bovins à travers toute une série d'actions rassemblées, regroupées en 2 axes. Tout d'abord, un axe qui concerne les demandeurs d'emploi via la création de formations métiers de salariés en élevage qui a déjà débuté en Flandre et qui va débuter sous peu en France et en Wallonie, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et enfin, un axe éleveur, dédié aux éleveurs, qui comprend la création de focus farm, c'est-à-dire de groupes d'échange d'éleveurs en vue de pouvoir améliorer et de réfléchir à comment améliorer leurs conditions de travail dans leurs élevages, la formation de conseillers pour pouvoir encadrer ce suivi focus farm, mais également la formation des éleveurs au management, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, et dont ce webinaire est la première concrétisation de cette action. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, le webinaire va traiter d'abord de ses besoins et de la rédaction de fiches de poste, mais aussi d'une offre d'emploi, c'est-à-dire, effectivement, pour devenir employeur, ça ne s'improvise pas. Il faut pouvoir se préparer et donc savoir exactement quelles sont nos attentes et puis comment les formuler pour cibler et essayer d'avoir le candidat qui correspond le mieux à ses besoins. Donc, 2 parties. Première partie sera présentée, animée par Nadège et Marine du GIEC 3A, donc qui est une structure française. Et la deuxième partie, donc, qui va s'attarder sur la rédaction de fiches de poste et de voir comment formuler une offre d'emploi, sera présentée par Colline de la Mirlux. Et je vais laisser
ces personnes présentaient eux-mêmes leur structure. Et donc, je passe la parole maintenant au GIEC 3A. Merci à vous et bon webinaire. Bonjour et merci Pierre de nous passer la parole. Donc Nadège Durimel, directrice des groupements d'employeurs GIEC 3A, partenaire investi dans le cadre du projet Coform. Donc le groupement d'employeurs met à disposition des salariés auprès de ses adhérents qui sont majoritairement des exploitants agricoles, mais j'imagine que cette notion d'emploi partagé sera réabordée. Nous formons chaque année nos adhérents à la fonction justement de manager, et c'est justement Marine Duquesne, ma collaboratrice, qui est missionnée sur cette action de formation. Donc, je lui cède la parole. Marine, si tu veux bien te présenter. Donc, merci Nadège. Donc, Marine Duquesne, effectivement, je suis chargée de développement RH au niveau du GIEC 3A. L'objectif d'aujourd'hui va être effectivement de pouvoir parler avec vous d'identification de vos besoins de main-d'œuvre. Comment effectivement on se dit qu'effectivement demain il y a un besoin sur ma ferme, sur mon exploitation, de quoi j'ai besoin, quelles sont les questions qu'on doit se poser, et on y viendra effectivement avec un volet sur la délégation, comment effectivement on délègue, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, voilà. Donc je vous propose de démarrer. Sachant qu'effectivement le micro est d'office coupé, hein, je ne me trompe pas, Lise, Pierre, vous me confirmez? Oui, tout à fait. En principe, c'est le cas. À savoir aussi que le webinaire il est enregistré et qu'il faudra privilégier le chat effectivement pour toute intervention s'il y a des questions entre-temps. Sinon, il y aura un moment d'échange juste après. Voilà, peut-être juste préciser pour ceux qui ne sont pas familiers de Teams. Donc pour accéder au chat, c'est la petite bulle qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc il y a deux petits personnages. Entre les deux petits personnages et la main levée. Donc il y a la bulle de chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions, interagir, et Lise est là en tant que modératrice et pour relever tous vos commentaires. Merci. Alors, effectivement, lorsqu'on parle effectivement de salariat, on y met forcément besoin de main-d'œuvre derrière. L'idée d'embaucher, pourquoi? Donc, c'est effectivement un choix parmi tant d'autres. Hein. On connaît effectivement des solutions, des fois. Alors, on réduit l'activité, on va arrêter une production. Mais voilà, le salariat, c'est quand même aussi, ça permet de développer parfois des activités, de se laisser un peu plus de temps. Pourquoi? Donc, effectivement, souhait de conserver la maîtrise d'orientation de l'exploitation ou être à l'aise aussi avec l'idée de diriger un salarié ou une équipe. Les avantages, effectivement, au salariat, c'est que on reste seul décideur. Il est sous notre hiérarchie, il y a un lien de subordination qui devra être respecté, puisqu'il n'a pas la position d'un associé et il n'a pas non plus votre position. Il ne devra pas effectivement se retrouver seul sur l'exploitation, un cas de remplacement, le fait d'avoir quelqu'un sur la ferme. On n'est pas seul, on est à deux. Moi, pendant que je suis à la traite, effectivement, je peux imaginer que mon salarié soit dans les champs ou inversement. Mais c'est aussi avoir la possibilité de se libérer du temps. On sait très bien que en plus, sur la partie élevage, c'est du travail du lundi au dimanche, que ça prend beaucoup de temps à l'année. Finalement, c'est parfois 365 jours de travail pour certains. Et que ça permet effectivement de se libérer du temps, de se dire un week-end sur deux, effectivement, j'ai quelqu'un qui va pouvoir prendre la traite en charge en pleine autonomie et je peux partir moi tranquillement et prendre un peu de temps personnel, je dirais, pour vaquer à nos occupations. Après, forcément, qui dit salariat, il y a aussi des inconvénients, le possible turnover et rupture de contrat. Un salarié aujourd'hui n'est pas lié avec vous à vie, même si demain il y a des CDI, donc des contrats qui sont un peu plus sécurisants, effectivement, rien n'empêche qu'il ait envie de changer du jour au lendemain et d'envisager une reconversion professionnelle ou de changer totalement de projet, peu importe. Le niveau d'engagement du salarié, parfois qu'on attend un peu plus d'un salarié, on s'imagine qu'avoir un salarié, c'est aussi avoir un associé, sauf que c'est bien deux statuts qui sont différents. Il n'aura pas la même implication, pas le même niveau d'investissement. Aujourd'hui, il a un salaire, il a un cadre de travail, et particulièrement la législation du travail, en plus, qui vient bien appuyer ce cadre, avec un certain respect des horaires. Il y a une certaine amplitude horaire à respecter, par exemple, des locaux de travail qui doivent être aussi adaptés, des consignes de sécurité qu'on doit faire figurer effectivement dans les locaux de l'entreprise, et bien d'autres choses
Voilà. Donc, analyser mon besoin, effectivement, ça passe effectivement par l'idée de qualifier mes besoins d'entreprise. Est-ce qu'il y a des activités à effectuer? Lesquelles sont-elles? Est-ce que de ce fait-là, en face des activités, il y a des compétences dont j'ai besoin? Par exemple, je recherche un mécanicien. Demain, mon mécanicien, qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir effectuer les travaux, je dirais, d'entretien de base, vidange, graissage, entretien du matériel, lavage, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un auquel on va aller demander aussi de toucher sur des compétences telles que l'hydraulique, l'électricité, l'électronique embarquée et bien d'autres? Quand on analyse notre besoin, il faut aussi se référer au texte réglementaire de la profession et des qualifications. On ira là, ici, s'intéresser à la convention collective, par exemple, d'aller chercher les taux de rémunération, les coefficients, etc. Réactualiser aussi la description des postes régulièrement, puisque vos postes, votre exploitation, je dirais, évolue. Vous allez acheter demain, le matériel d'aujourd'hui n'est plus le matériel de demain. Vous avez peut-être des anciens tracteurs et puis entre deux, on en a acheté un nouveau. Dessus, il y a le GPS, il y a le RTK. Donc, ça nécessite aussi d'avoir des compétences peut-être un peu en informatique, enfin, en tout cas, de savoir manipuler un GPS. Et dernière chose qui va être importante aussi, ce sera de quantifier le temps donné. Est-ce qu'on est sur un temps partiel, un temps complet? Est-ce que c'est quelque chose qui va être très saisonnier? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va être régulier? Voilà, ça, c'est important aussi de se poser les bonnes questions. Ça va là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, Lise, Pierre? Non. Et l'objectif, effectivement, va être de prendre en compte, effectivement, nos objectifs, de rechercher un profil qui soit adapté, parce qu'effectivement, ce ne sera pas la même chose si on souhaite juste se libérer du temps. De ce fait-là, on aura effectivement quelqu'un à qui on va confier une tâche bien précise. Si c'est la traite, voilà, il est là au matin, il est là au soir, mais en tout cas, il est très spécialisé. Par contre, si notre objectif, effectivement, est que quelqu'un puisse effectuer le remplacement, parce que voilà, je suis pas mal sur l'extérieur, j'ai des fonctions qui me permettent effectivement de ne pas être forcément sur l'exploitation tout le temps, de pouvoir avoir quelqu'un qui prendra le relais et qui, celle-là, travaillera en pleine autonomie et assurera l'ensemble des tâches de l'exploitation, que ce soit sur l'élevage, la particulture, etc. Donc, voilà effectivement un petit peu sur la partie théorique. Je vous propose effectivement, je vais vous mettre un lien, donc chat, où vous allez pouvoir effectivement, donc à l'aide de petits post-it, vous allez pouvoir effectivement répondre et y mettre vos idées. Tac. Donc, vous allez dans le lien chat conversation et je vais vous mettre le petit lien pour que vous puissiez effectivement vous connecter. Voilà, vous l'avez compris, on vous met à contribution. C'est ça. Logiquement, partage d'écran, je pense que tout le monde continue à voir mon écran. Oui. Tac. Voilà. Donc, vous avez effectivement 3 petites colonnes avec 3 grosses questions, on va dire, entre guillemets. Quelles sont les périodes de travaux? Donc, chacun sur votre exploitation aujourd'hui, voilà, est-ce que ma période de travaux, c'est la moisson, c'est la traite, effectivement, chez moi? Quelle durée ça représente? Donc, est-ce que c'est 2 mois, 3 mois? Donc, chacun, effectivement, puisse y mettre son post-it, positionné. Deuxième question sera effectivement sur les conséquences de ces périodes de travaux sur l'exploitation et pour les salariés. On peut par exemple parler de déséquilibre de vie pro, vie perso, perte de rendement, tout ce que vous voulez. Et ensuite, c'est là quelles sont les solutions possibles en fonction des conséquences que ça a pu avoir sur votre entreprise, qu'on puisse réfléchir effectivement à ça. Donc, on se laisse quelques minutes, effectivement, que chacun puisse manipuler l'outil, puisse mettre ses post-it, ses idées, et puis on en échange juste après. Est-ce que ça va à tout le monde pour accéder au lien ou est-ce que ça pose des soucis à certains? N'hésitez pas à le signaler dans le chat. Tu laisses combien de temps, Marine? On avait mis, on peut laisser 5 minutes, le temps qu'effectivement chacun puisse répondre aux 3 questions. Parfait, merci.
Encore quelques secondes. On se laisse encore une petite minute. Très bien. Donc, effectivement, donc je me propose d'échanger. Ah, je vois encore des post-it en cours. Période de vélage. Tac. Donc, on peut démarrer. Je propose un petit peu d'échanger, effectivement. Alors, effectivement, dans les grandes périodes de travaux, on va retrouver effectivement donc, les engrais pour certains, période de vélage, les entretiens, moissons, traites. Finalement, beaucoup de travail. Alors, on n'a pas forcément mis la période. Je vois qu'il n'y a que les engrais de mars à mai. Bon, après, l'entretien, on peut imaginer que c'est tout au long de l'année. Période de vélage, bon, il y a des périodes aussi hiver. Moisson, donc juillet, et puis la traite, forcément, assez régulier sur l'ensemble de l'année. Donc, les conséquences qu'on va retrouver, charge de travail élevée toute l'année. Oui. N'hésitez pas à faire des commentaires. Enfin, je ne sais pas, après, Pierre, Lise, par le chat, ou s'il y en a qui veulent prendre la parole. Oui, tout à fait, via le chat. Merci. Merci. Les déséquilibres vie pro, vie perso, forcément. Si on ne prend personne, on peut se laisser vite déborder par les travaux sur l'exploitation. Et là, forcément, la vie personnelle peut être impactée. La perte de rendement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on ne fait pas bien les choses, à un moment donné, on a peut-être accumulé, on va dire, différents travaux à la même période, mais finalement, on a peut-être perdu en qualité à un moment. On aurait peut-être dû les faire à ce moment-là et ça devait être reculé de 2 ou 3 jours et on n'a pas pu le faire. Et aussi les risques d'accident puisque la fatigue, elle s'accumule forcément. Et à force de cumuler, effectivement, on n'est pas robot et il faut parfois aussi penser à embaucher en fonction. Donc, en fonction des solutions possibles, donc embaucher un salarié temps partiel ou mi-temps, effectivement. Investir en beau de traite. Alors, après, ça demande un certain investissement, ça c'est aussi, mais ça permet effectivement de se libérer du temps. Suppression d'un atelier, s'il y a effectivement trop de charges sur l'entreprise. Embaucher, donc là, effectivement, avoir un salarié. Avoir un associé. Arrêt d'un atelier, recruter un apprenti. Travailler en emploi partagé.
Donc, il y a des petits groupements, effectivement, nous, on est groupements d'employeurs, mais ça pourrait être aussi en petit comité, j'ai envie de dire. Hein. Vous connaissez un agriculteur sur votre territoire et vous avez le souhait de monter un groupement d'employeurs à 2. Et de cette là, on travaille en emploi partagé, on se partage un salarié. Il vient 2 jours chez moi, 3 jours chez toi pour effectuer des travaux divers en tant qu'ouvrier agricole polyvalent, mais aussi diminuer le nombre de contrats qu'on peut aussi avoir avec les différents organismes, coopératives, etc. Donc, réduction de notre activité. Est-ce qu'il y a des ajouts, des choses particulières? Donc ça, ce questionnement-là, en tout cas, il est à faire vraiment quand vous êtes à la recherche d'un salarié, de bien identifier les périodes de travaux sur l'année, de savoir combien de temps ça va représenter, de prendre en compte effectivement les conséquences que ça a pu avoir sur vous, sur votre exploitation, sur les salariés à côté, mais aussi les différentes solutions possibles qu'on va pouvoir retrouver et est-ce que le salarié en fait partie? Voilà. Dans le chat, Marine, il est cité les CUMA dans les solutions. Aussi, oui, effectivement. Voilà. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, où effectivement on va mettre non seulement le matériel en commun, mais aussi les salariés. Autre chose? Je ne vois rien d'autre dans le chat, je pense. D'accord. Bon, je vous propose de continuer. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, parfait. Désolée, hein, je rencontre quelques problèmes techniques, alors je suis passée sur le GSM. Juste dans les commentaires, et je pense que c'est important de le relever, donc c'est Evelyne qui précise qu'il est important de revisiter la globalité du projet et l'organisation complète de l'exploitation pour ne pas raisonner uniquement sur des solutions. Voilà. Ok. Autre chose? Bon. Je vous propose de passer de fait là, effectivement, quand on parle de salariés, je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, ça veut dire aussi réfléchir à la délégation. C'est quoi déléguer? Je vous remets sur le petit power. Tac. Alors, déléguer, donc c'est aussi savoir communiquer, savoir transmettre effectivement des consignes. Je vous propose effectivement d'avoir une petite définition de la délégation, donc transférer un objectif de son périmètre d'activité à une autre personne, ce qui veut dire qu'on lui transfère effectivement la charge de travail, mais aussi la responsabilité de la réalisation de la tâche. En gros, déléguer, c'est aussi manager. Ça veut dire qu'effectivement, on va quand même avoir ce devoir de contrôle, ce devoir de vérifier effectivement si le résultat est atteint ou pas, sachant qu'effectivement, on va accompagner la personne tout au long, effectivement, faire des points réguliers pour l'amener effectivement à l'objectif qui est prévu. Mais on va lui laisser à elle de mettre en place effectivement, de mettre en place toutes les démarches, j'ai envie de dire, pour atteindre son objectif. Ce qui sera important, effectivement, c'est aussi de voir quel niveau de délégation on attend de cette personne. Est-ce qu'on va être sur un niveau débutant? C'est-à-dire qu'on va rechercher effectivement quelqu'un qui va être encadré, sur lequel on aura le temps aussi de le former, avec un salaire forcément qui sera plus réduit, et un salarié qui sera formé sur mesure à votre exploitation, à vos façons de faire, à vos choix de travaux, etc. Un profil d'exécutant, est-ce que c'est quelqu'un effectivement sur lequel il y aura peu d'initiatives parce que ça, on va être plutôt sur des travaux de base et c'est quelqu'un qui ne va pas forcément prendre de responsabilité parce qu'il va juste réaliser ce qu'on lui demande. Derrière le profil autonome, donc là, il n'y a pas forcément besoin de consigne, justement, on est en attente de responsabilité. Et dernier niveau, le poste de responsable, c'est-à-dire qu'il y a une charge de travail qui est en pleine autonomie, il prend des décisions, il est responsable effectivement de son travail, il organise son travail en fonction des travaux, en fonction des priorités. C'est quelqu'un qui va voir le travail. Donc ça, c'est important aussi de définir qu'est-ce qu'on va rechercher demain. J'ai besoin d'un salarié, quel niveau on va lui laisser, quel degré d'autonomie je vais lui laisser. Est-ce qu'il va être juste sur des tâches de base ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va être sur des tâches à plus responsabilité, à plus d'impact. Voilà. Donc, je vous propose, pour voir un petit peu votre niveau de délégation, justement, vous, est-ce que déjà, en tant qu'agriculteur, je suis capable de déléguer? Alors, à savoir qu'effectivement,
que ce soit agriculteur ou Lise même, enfin, ou autre, effectivement, vous pouvez tous y participer. C'est pareil, je vais vous mettre un petit lien, donc ça se passe sur Google Forms. Vous allez avoir ce genre de test. Donc, suis-je prêt à déléguer? Vous allez, donc ça, c'est la première question. Vous allez avoir une liste d'informations, d'affirmations, pardon. Il y en aura 20 au total, avec une échelle de A à D. Donc, A, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'affirmation qui met, effectivement, comme là, toute tâche peut aisément se déléguer. Donc, si je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, je coche A. Si je ne suis pas du tout d'accord, D. Plus ou moins, entre guillemets, hein, B. Enfin, voilà. À vous de juger, effectivement, si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec l'affirmation. Donc, je vous mets le petit lien, effectivement, dans le chat. Tac. Oups. Donc là, il suffit de cliquer effectivement sur le lien. Vous allez directement arriver sur le questionnaire. Et pareil, on se laisse plus ou moins 5 minutes pour effectivement que chacun puisse y répondre. Et dès que tout le monde a répondu, dans ces cas, on pourra faire. Je vous expliquerai un peu pour les résultats comment on s'organise. Jusque 13h40 alors. Parfait. Voilà, tout à fait. Super. Je vois effectivement, hein, si on n'est pas agriculteur, on peut y répondre tout à fait. Hein, c'est fait pour tout le monde, c'est valable qu'on soit agriculteur ou pas. J'ai remis effectivement un lien au cas où, a priori, il y en a qui disent que ça ne marche pas.
Ça va, monsieur? Quelqu'un a voulu prendre la parole? De manière involontaire, je pense. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore besoin de quelques petites minutes? Faites-le savoir via le chat, effectivement, pour ceux qui n'ont peut-être pas terminé. Oui, malheureusement, il y a un participant qui n'arrive pas à ouvrir le document, mais voilà, je ne pense pas qu'avec du temps supplémentaire, cela aidera. Donc, à voir pour celles et ceux qui, effectivement, ont pu remplir le document, si c'est bon pour vous, ou si vous avez encore besoin d'un peu de temps. Ah, pas encore fini, donc on va laisser 2 petites minutes. Ça marche, jusqu'à 42 alors. Oui. C'est bon pour tout le monde? A priori, voilà. Donc, a priori, terminé pour Madame Vanout ou Monsieur Vanout, peu importe. Donc, je vous propose effectivement de passer à la consignation de fait là des résultats. Donc, je me remets effectivement sur le petit diapo. À savoir qu'en fonction de chacune des affirmations, donc j'ai coché par exemple A à la première, toute tâche peut aisément se déléguer. Il faut savoir que les points ont été attribués en fonction de chaque lettre. Donc, par exemple, A à la première, j'ai obtenu 0 points. J'ai coché C parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. J'ai 6 points attribués, sachant que les points sont variables en fonction des questions et en fonction de ce que vous avez coché. Logiquement, on vous a demandé d'enregistrer votre mail au départ. Il faudrait pouvoir accéder à votre boîte mail pour aller rechercher la version de votre questionnaire avec l'ensemble des réponses que vous avez cochées. Et de ce fait-là, il faut attribuer l'ensemble des points, des 20 questions. Vous allez attribuer l'ensemble des points aux réponses cochées. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce qu'il y a des questions? Ce qui va permettre, en tout cas, ce total de points va permettre de pouvoir ressortir un profil. Est-ce que vous êtes capable de déléguer? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous êtes dans l'entre-deux? Pour que je puisse vous présenter un petit peu les profils, il vous faut absolument votre nombre de points. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter sur votre boîte mail, aller rechercher effectivement votre questionnaire et répertorier le nombre de points attribués à chacune des questions. Pareil, on se laisse, là il est 44, on se laisse, j'ai envie de dire jusqu'à 48. On va voir après pour les retardataires, effectivement, si encore qu'ils ont besoin de temps, on rajoutera s'il faut.
Les premiers résultats tombent. C'est ça. Et dans l'ordre décroissant en plus. Donc, je vous propose effectivement, hein, donc on voit les premiers effectivement répondre. Après, dans tous les cas, il y aura la synthèse qui vous sera envoyée, quitte à vous renvoyer aussi une fiche avec la consignation des résultats détaillés dans tous les cas. À la fin, je vous mettrai sur le chat pour que vous puissiez recalculer pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps et aussi avoir les détails chez vous. Donc, voilà. Donc, on va retrouver effectivement 4 profils. C'est-à-dire que en fonction du nombre de points attribués, donc je vois il y en a qui ont eu 121, 90. Donc, il y aura 4 catégories. Ceux qui auront moins de 50 points. Donc, on va dire que c'est le pire des élèves ou le mauvais élève. En tout cas, c'est celui qui va déléguer le moins, où il y aura un peu plus de travail à faire. C'est que c'est quelqu'un qui va plutôt fonctionner comme un expert, qui va travailler seul, vite et bien, qui va penser que le travail, dans tous les cas, il est mieux qu'il se fasse seul qu'être accompagné. Quelqu'un qui va être aussi peut-être débordé et qui va traiter tous les problèmes pendant que les salariés, effectivement, peuvent se la couler tous. Entre 51 et 100 points, alors on n'est pas dans la délégation, on est plus dans la distribution de tâches. Quelqu'un qui va laisser faire la tâche, mais qui finalement va derrière va surveiller de très près ses collaborateurs. Il va les faire progresser, mais en leur montrant très précisément effectivement ce qu'ils doivent faire. Et de ce fait-là, les salariés vont aussi manquer de responsabilité et d'initiative, forcément, puisqu'ils ont très peu de marge de manœuvre. Entre 100 et 150, donc on en a eu quelques-uns, j'ai vu, hein, en tout cas parmi les premiers résultats.
Donc là, on est plutôt sur déjà un bon niveau de délégation. Donc, on sait déléguer avec efficience et sérénité. On va laisser plus ou moins à chacun des membres la capacité à développer son potentiel. On va garder un œil discret quand même sur les processus de délégation, mais on organise des points réguliers pour ne pas perdre la main. C'est le profil effectivement presque parfait. Et au-delà de 151 points, ce que je n'ai pas vu sur les premiers résultats, je pense, voilà, c'est le profil entre guillemets parfait, hein, le super manager coach, qui va favoriser effectivement le sens des responsabilités, la prise d'initiative des collaborateurs. Attention, effectivement, c'est ne pas se laisser entraîner par une confiance aveugle qui peut effectivement jouer des tours où ben, voilà, le salarié vous fait croire au monde des merveilles et en fait derrière, effectivement, ben, il n'y a pas forcément le résultat sera atteint, mais le travail n'a pas été fait complètement. Ça, c'est à vérifier. Les objectifs de la délégation, donc effectivement, hein, faire le travail par les autres, donner suffisamment de pouvoir pour ne pas être obligé de s'occuper des détails, donner des responsabilités et assurer la motivation, à ne pas hésiter derrière à vous en tant que manager à remotiver les troupes, hein, et assurer aussi la formation par l'action. Il faut savoir que déléguer, effectivement, il y a aussi un système de contrôle qui doit être mis en place. Hein. Il ne s'agit pas juste de donner la tâche et de dire, bon, tiens, tu te débrouilles, tu as cet objectif-là à réaliser, et puis derrière, il n'y a aucun contrôle. Bien au contraire. Donc, il faudra effectivement s'assurer que les travaux progressent, donc par des points réguliers, hein, se poser avec le salarié, ou en tout cas prendre des nouvelles de la tâche qu'on lui a donnée. Donner des signes de reconnaissance à celui à qui la tâche est déléguée. Ça, c'est important aussi hein, pour le motiver, surtout particulièrement s'il est sur une tâche nouvelle. Et accompagner donc le salarié à qui on a délégué par des conseils, des ajustements d'objectifs, des moyens supplémentaires. Vous avez l'expérience en tant qu'exploitant. Lui est peut-être débutant. On lui a laissé la tâche. Pour le monter, effectivement, lui faire prendre conscience qu'il y a une évolution possible de son profil, mais pour le coup, à vous de l'accompagner. Et de ce fait-là, ça passe aussi, effectivement, par les objectifs, par des conseils. Vous devez être là derrière pour l'accompagner. Pour maximiser aussi l'efficacité de la délégation, il y aura forcément plusieurs questions aussi à vous poser, hein. Comme tout à l'heure, le niveau de délégation, ce qu'on avait dit. Quelles sont mes attentes concernant la tâche déléguée ? Est-ce que voilà, il y a un résultat à atteindre, il y a un objectif? Est-ce que c'est juste que le travail soit bien accompli? Cette personne est-elle motivée pour réaliser ce type de tâche? Donc, on ne délègue pas sans avoir eu l'accord de son salarié. Hein. Il faut qu'il soit motivé, qu'il soit prêt à, hein, qu'il se sente capable aussi de. Est-ce que vous êtes capable effectivement d'accompagner la personne à qui vous déléguez? Forcément, si c'est une tâche nouvelle, elle aura besoin d'accompagnement. Donc, qui dit accompagnement dit aussi prendre son temps avec le salarié, se poser avec lui, faire des points réguliers. Quelles sont les compétences nécessaires pour réaliser cette mission? C'est-à-dire que demain, je veux le faire évoluer sur de la mécanique. Alors, c'est mon ouvrier qui est en élevage et il n'a aucune connaissance en mécanique. Est-ce qu'il a quand même les compétences? Est-ce qu'il va peut-être falloir passer par 2 jours de formation au préalable, là, aujourd'hui? Quel processus d'accompagnement et de suivi dois-je mettre en place en accord avec la personne? Donc là, c'est à définir effectivement avec le salarié, hein, selon la tâche qui a été demandée, selon l'objectif qui est demandé. Il y a plein de choses à en prendre en compte. Est-ce que vous avez bien précisé vos attentes aussi? Indicateurs de résultats, les délais, les ressources à sa disposition? Quelles sont les ressources aussi présentes sur l'entreprise pour l'aider justement à acquérir cette compétence? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un salarié qui est très bien formé en mécanique, ou en tout cas c'est son domaine d'ailleurs, et il va pouvoir le prendre en charge, par exemple? Et quel niveau d'erreur puis-je tolérer? C'est-à-dire qu'il y a un résultat à obtenir, et entre deux, effectivement, il peut aussi y avoir des erreurs, et là, à quel niveau je suis capable? Ça, il faut reconnaître aussi qu'effectivement, la délégation, l'idée, c'est de l'amener vers le haut, mais qu'il peut aussi y avoir un échec, et de savoir comment on l'appréhende. Donc, les effets bénéfiques, effectivement, d'une bonne délégation, hein, le fait d'avoir un salarié à qui on va donner des tâches, etc. Donc, c'est aussi un gain de temps. Ça motive aussi les équipes, hein, parce que plus on est nombreux sur une tâche qui peut être parfois difficile, mieux c'est. L'évolution aussi de l'organisation, c'est-à-dire que vous le faites évoluer votre salarié, donc c'est aussi votre entreprise qui à ce moment-là aussi évolue en termes de compétences, et puis elle se permet aussi de développer ses compétences. Quelqu'un qui est plus polyvalent demain
à qui vous pouvez peut-être laisser aussi plus d'autonomie. Vous allez gagner en confiance avec ce salarié. Voilà, c'est vraiment plein de choses. Donc la délégation n'a pas que du mauvais. Se dire qu'un salarié, c'est pas forcément qu'une charge finalement, mais c'est aussi parfois bénéfique de lui déléguer certaines missions sur lesquelles vous prenez trop de temps. Voilà. Deux types de délégation, pardon. On trouvera effectivement pour une première la mission, donc lui donner la responsabilité d'un projet, rechercher de nouveaux acheteurs, la gestion de la traite par exemple, simplement, ou ça peut être aussi déléguer une tâche. Et là, on sera sur une proposition commerciale, la réalisation d'une insémination, donc c'est quelque chose qui va être plus précis, ou le suivi des traitements. Donc, une tâche a bien un caractère plus ponctuel qu'une mission. Les missions, elles sont souvent matérialisées dans les organigrammes et de nombreuses tâches sont déléguées effectivement dans le cadre de missions. Si on prend la traite de manière générale, effectivement, voilà, ça englobe plusieurs tâches comme effectivement la gestion du troupeau, le fait effectivement de brancher les trayons, etc. Voilà, il y a plusieurs tâches dans cette mission. Les croyances qui nuisent aussi à la délégation. Évitez de penser effectivement que voilà, je suis un expert dans le domaine et que personne ne saura le faire aussi bien que vous. Cette personne n'est pas manager, elle ne veut pas être compétente dans ce domaine. Donc, toutes ces choses-là, vu le temps nécessaire pour le former, il serait bête de lui déléguer cette mission. Non, effectivement, bien au contraire. Alors, vous allez perdre du temps peut-être sur l'instant T, mais vous allez le regagner plus tard. On ne peut pas réaliser une telle mission, j'ai dû attendre de faire mes preuves. Mais peut-être que votre salarié est d'autant plus efficace, et pourra s'adapter assez rapidement pour atteindre son objectif. Je lui délègue ce dossier et s'il se plante, j'expliquerai au chef que c'est de sa faute. Donc effectivement, quand on délègue, il faut aussi prendre en compte qu'on a notre part de responsabilité. On n'a peut-être pas fait assez de points régulièrement, on n'a peut-être pas été dans le contrôle, on n'a peut-être pas accompagné, ça arrive, on lui a peut-être pas donné assez de notre temps aussi pour l'expliquer les choses. Et je n'ai plus de temps à passer sur cette tâche puisque je l'ai déléguée. Non, effectivement, tant qu'on n'a pas dit clairement que la mission après était attribuée aux salariés, on en a encore la responsabilité. Et de ce fait-là, ça nécessite effectivement au moins de prendre le temps de contrôle, de voir si l'objectif est atteint ou si la tâche est régulièrement faite. Donc la délégation en 5 étapes, le but sera de passer en revue ses tâches principales, choisir les tâches à déléguer, ce qui peut l'être et ne peut pas l'être, choisir la personne à qui on délègue en fonction des objectifs et des compétences. Ça, c'est nécessaire si on a un mécanicien, un chauffeur, un ouvrier en élevage. Établir l'objectif et les conditions de la délégation et aussi savoir transmettre l'objectif de délégation. Donc, attribuer des tâches, donc déléguer, effectivement, donc faire exécuter le travail ordinaire, répartir les tâches et donner des directives, confier des responsabilités supplémentaires, effectivement, à votre salarié, donc lui enrichir sa fonction, anticiper en cas d'absence, c'est-à-dire qu'effectivement, demain, je suis sur l'extérieur, je peux me faire remplacer de manière ponctuelle, mais aussi responsabilité, développer les compétences de votre salarié sur une mission qui vous appartient en temps normal. Si on va un peu plus loin, effectivement, on peut développer aussi cette délégation en montée en management. Ce sera aussi de déterminer précisément les objectifs, selon les objectifs SMART, qui soient spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporels. Définir un périmètre, un niveau d'autonomie et de responsabilité, ainsi que le suivi. Transmettre efficacement la consigne, ça c'est important aussi dans la délégation. Et développer aussi sa capacité de lâcher prise pour déléguer et ainsi prendre de la hauteur. Il ne s'agit pas effectivement de déléguer, contrôler H24 ce que le salarié est en train de faire. À partir du moment où on lui a bien expliqué les choses, logiquement, tout devrait bien se dérouler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sachant qu'effectivement, là, on a passé un peu de manière assez succincte, effectivement, les choses. On pourra vous renvoyer cette synthèse par mail. Et puis après, si vous voulez approfondir les choses via les formations prochaines ou autres, à voir. Peut-être juste, je me permets, est-ce que tu pourrais donner un exemple d'objectif SMART pour illustrer peut-être la méthode? Ouais, là tout de suite. Objectif SMART. Réaliser un compte rendu pour le 15 du mois.
réaliser le compte-rendu de telle réunion pour le 15 du mois, par exemple. En fait, effectivement, il y a effectivement, c'est spécifique, hein, donc c'est le compte-rendu de telle réunion. C'est mesurable puisqu'il n'y en a qu'un. Ambitieux parce que peut-être qu'elle n'en a jamais fait. Réaliste parce qu'effectivement, je lui dis pour le 15 du mois, donc après, enfin, réaliste et temporel parce que pour le 15 du mois, c'est-à-dire que je lui laisse quand même un délai, je ne sais pas, admettons de 15 jours pour le réaliser. Et temporel, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un objectif de temps qui est donné, donc pour le 15. Voilà. Ça va? Super, oui, merci. D'autres questions? Je ne sais pas si sur le chat. Alors, j'ai une remarque d'Emmanuel Vega par rapport au recrutement. On doit réfléchir au préalable à ce qu'on souhaite déléguer, mais tout va dépendre du candidat que l'on va pouvoir embaucher et ses capacités et compétences. Oui, effectivement. Enfin, après, tout va être variable. Alors, il faut avoir conscience de tout ce qui a été présenté. Après, forcément, tout va être adapté en fonction du candidat que vous allez avoir en face de vous. Hein. On est d'accord. On ne peut pas avoir le profil de A à Z qu'on a bien défini. Il y a forcément des choses qui vont être négociées, revues avec ce salarié. Ça, c'est normal. Autre chose? Je propose de laisser la parole à Colline. Oui, super, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je m'appelle... Oui, dis-moi. Peut-être juste, Colline, avant de te laisser la parole, je vois qu'il y a une nouvelle question qui est apparue dans le chat. Peut-être terminer là-dessus avant que tu commences ta présentation, si c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, c'est une question d'Evelyne qui demande, par rapport à l'exemple d'objectif, comment est-ce qu'on peut s'assurer du contenu attendu? C'est-à-dire pour le coup du contenu attendu? Je ne sais pas si on peut peut-être laisser Evelyne prendre elle-même la parole. Si je peux me permettre d'intervenir, effectivement, on va un peu aborder tout ça dans la deuxième partie ici, d'avoir un peu des faits et des tâches objectivables pour pouvoir effectivement avoir du contenu à évaluer, entre guillemets. Peut-être fixer tout de suite des tâches vraiment très concrètes pour savoir, bah oui, elle est réalisée ou non, elle n'est pas réalisée. C'est assez simple d'y répondre, si je comprends bien la question. Oui, et en complément, il y aura de toute façon encore du temps pour les échanges après l'intervention de Colline. Donc, on pourra revenir sur ces questions-là aussi. Je me lance? Vas-y. Donc voilà, oui, je recommence. Colline Gilson, je travaille à la Mirilux, donc à la mission régionale pour l'emploi en province du Luxembourg, donc en Wallonie, en Belgique. En tout, il y a 11 missions régionales pour l'emploi en Wallonie et nous nous sommes associés, donc 3 missions régionales, donc celle de la province de Namur, celle de la région de l'Entre-Sambre et Meuse et celle de la province du Luxembourg, avec des partenaires plus agricoles comme Accueil Champêtre en Wallonie et la Chambre d'agriculture des Ardennes, donc sur le département des Ardennes, dans un projet qui s'appelle AgreenJob, donc c'est aussi un projet Interreg qui vise l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur agricole. Donc, essayer d'un peu structurer tout ça. Donc, les missions régionales pour l'emploi aident les demandeurs d'emploi à trouver du boulot. Donc, on les accompagne vers et dans l'emploi, sur tout secteur confondu, à partir du moment où ce sont des métiers de premier niveau de qualification. Donc, des premiers niveaux de qualification, c'est des métiers qu'on apprend sur le tas, finalement, où il ne faut pas de grands diplômes pour pouvoir réaliser ces métiers. Et donc, en fait, les missions régionales se sont rendues compte qu'on ne connaissait pas du tout les métiers de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le projet AgreenJob, donc pour pour découvrir finalement nous-mêmes le secteur agricole et surtout pour faire le lien entre des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi vers le secteur et peut-être aussi aider les exploitants qui, on s'en rend compte, ont besoin d'aide dans toutes ces démarches qui sont quand même assez compliquées, que ce soit en termes administratifs, mais aussi en termes, comme on l'a dit un peu plus tôt, en termes de délégation, en termes de management. On se rend compte que malgré tout, avoir des salariés, ça demande
d'autres tâches et d'autres compétences. Donc voilà, dans ce cadre-là, j'interviens aujourd'hui effectivement on peut passer à la DIA suivante, donc parler un petit peu des démarches de recrutement. Alors, je vais essayer en tout cas de rester synthétique par rapport à tout ça. J'ai divisé la présentation en 2 parties. Donc effectivement, dans un premier temps, définir le travail qui va devoir être confié à un nouveau salarié. Et dans une seconde partie, alors plutôt parler de la rédaction d'offres d'emploi et parler un peu du marché de l'emploi de manière générale et succincte. J'avoue ne pas être très à l'aise avec le format webinaire, donc effectivement, comme depuis le début de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vous propose d'y répondre à la fin. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les méthodes que nous, on utilise à la Mirelux et dans d'autres missions régionales et qu'on essaye de mettre en application ici dans le cadre du projet AgreenJob. C'est une méthode qu'on appelle intervention sur l'offre et la demande, donc IOD, et qui se veut donc d'essayer de structurer les tâches de travail de manière concrète et objectivable. Donc, le but est vraiment d'identifier assez rapidement quelles sont les tâches qui vont pouvoir être confiées et quels vont être les objectifs de ces tâches, etc. etc. quoi. Donc, on peut passer à la dia suivante. Donc, on aime bien penser, et c'est vrai que ça se vérifie sur le terrain, que plus les choses sont claires et définies en amont, plus le processus d'embauche sera facile, aussi bien pour le patron que pour le futur salarié. Si le patron sait qu'il cherche quelqu'un pour un mi-temps et pour effectuer uniquement la traite, ce sera beaucoup plus simple de lancer ces démarches de recrutement que si finalement il veut quelqu'un qui touche à tout et qui vient aussi la nuit et qui, enfin voilà, où finalement rien n'est clair, on finit par s'y perdre, toutes les parties finissent par s'y perdre. Et donc voilà, il faut aussi être au clair que trouver un clone de vous-même, c'est pas possible. On n'a pas encore malheureusement cet aspect scientifique de pouvoir créer un clone qui exécutera exactement les mêmes tâches de la même manière, avec la même rapidité et toutes les merveilleuses compétences que vous avez, c'est juste pas possible. Donc ça, il faut en être conscient avant de se lancer dans un recrutement. Il va falloir s'adapter et peut-être s'ajuster ou en tout cas rester ouvert d'esprit par rapport à la personne qu'on va rencontrer. Peut-être identifier en amont les compétences qui sont vraiment indispensables. Par exemple, on parle souvent des langues. Oui, il faut que la personne puisse parler français parce qu'on a besoin de pouvoir communiquer ensemble. Voilà, ça c'est vrai que c'est un critère qui est primordial. Donc voilà, on peut pas faire sans. Par contre, c'est vrai qu'on voulait qu'il ait, je ne sais pas moi, peut-être le permis tracteur, mais en fait, finalement, si je me concentre à lui déléguer telle et telle tâche, il n'a pas besoin du permis, donc finalement, on peut faire sans. C'est un peu de pouvoir s'adapter au fur et à mesure et en amont, mais aussi face au candidat, de pouvoir se dire, finalement, voilà, il me revient bien ce personnage-là, donc pourquoi pas lui donner sa chance et peut-être que ses compétences, il pourra les acquérir par la suite. Donc, effectivement, pour ça, on commence par une étape de préparation de l'embauche, donc de vraiment se poser les questions du projet d'embauche. Tu peux rester sur la dia précédente. Donc, vraiment de regarder dans quel contexte le projet s'inscrit, donc que ça soit une vision plutôt stratégique ou économique. Est-ce que finalement, il me faut simplement quelqu'un pour une saison ou est-ce que finalement, j'engagerais bien quelqu'un qui commencerait à mi-temps, puis après, on tendrait vers un temps plein pour finalement qu'il puisse éventuellement devenir mon associé. Vous voyez que vous allez avoir des démarches de recrutement qui vont être différentes. Donc voilà, il est important de réfléchir et de définir les besoins en matière de travail. On l'a dit aussi dans la première partie, mais combien d'heures par semaine il nous faut quelqu'un? Est-ce que c'est pour un temps plein? Est-ce que c'est pour un temps partiel? Est-ce que c'est quelle période de la semaine ou de la journée on a besoin? Est-ce que c'est uniquement le matin? Est-ce que c'est uniquement les lundis et mardis? Et finalement, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un de qualifié ou pas? Donc ça, c'est vraiment les premières questions à se poser. Donc clarifier les objectifs, on le dit, les attentes et les objectifs. Le délai pour l'engagement aussi, puisque c'est souvent les exploitants. Ah oui, il me faut quelqu'un pour hier. Ok, bon, ça c'est déjà loupé. Par contre, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que voilà, si on le trouve et qu'il rentre en fonction dans 15 jours, c'est ok aussi. Alors on va prendre le temps de bien faire le rétro-planning et de pouvoir recruter de manière sereine plutôt que de se précipiter dans un engagement pour hier, quoi. Et alors, en amont, on insiste aussi de bien regarder les aspects administratifs et législatifs qui sont parfois contraignants ou parfois qui peuvent vous donner peut-être des aides à l'embauche ou des aides à l'emploi financière. C'est toujours bien de connaître en amont pour pouvoir les anticiper et faire les démarches nécessaires en temps et en heure.
Donc voilà, et aussi oui, les aspects de législation, donc bien être au courant du salaire minimum que vous allez devoir donner, parce que la loi le régit en termes de minimum, il n'y a pas de maximum, vous pouvez toujours donner plus, mais il y a quand même un salaire minimum à devoir donner. En temps de travail, c'est la même chose aussi, hein. Il y a par contre un minimum et un maximum de temps de travail que vous devez pouvoir donner à votre travailleur. Et c'est la même chose en termes de matériel ou de locaux mis à disposition, ou en termes de vêtements de travail, ou enfin voilà, tout un tas de conditions de travail qu'il faut bien sûr voilà, connaître en amont pour pouvoir les anticiper et réfléchir ce projet d'embauche en amont. Finalement, voilà, une fois que le projet d'embauche est prêt, on peut passer donc à l'étape numéro 2, qui va être de déterminer le profil du salarié. Et donc pour ça, c'est vrai que nous, on utilise la fameuse méthode d'analyse détaillée du poste de travail. Donc on essaye d'être complet sur le fonctionnement de l'entreprise et la situation de travail de manière générale, pour connaître les particularités de l'entreprise et oui, rester sur des informations objectivables et précises du poste à pourvoir. Donc finalement, qu'attendez-vous de votre salarié dans le temps, mais aussi dans l'immédiat, quoi. On peut passer à la dia suivante avec effectivement ce canevas un peu plus précis sur les différents aspects qu'on vérifie lors de l'analyse de poste. Donc effectivement, elle se décline en 5 parties, mais enfin, tout finit par un peu se mélanger et on touche un peu à tout. L'objectif est d'essayer de balayer au plus large le poste de travail et d'avoir le plus d'informations possible. Donc effectivement, il y a tout ce qui va concerner la connaissance de l'entreprise, donc voilà, l'historique, les projets passés, les projets futurs et l'organigramme, un peu voir comment fonctionne l'exploitation, hein, qui est le chef, qui est le sous-chef, qui s'occupe, enfin si on a une question concernant la traite, c'est vers monsieur un tel qu'on se tourne, mais par contre si c'est un aspect administratif, c'est plutôt vers monsieur un tel qu'on se tourne. De comprendre aussi qui supervise quoi ou qui est peut-être plus à l'aise avec quelle tâche. C'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a des projets de développement à venir, hein? Est-ce qu'on va finalement augmenter son nombre de bêtes ou au contraire le diminuer? Est-ce qu'on veut mettre un atelier de transformation prochainement? Ou voilà, tous des aspects comme ça qui pourraient être intéressants ou pas pour le futur salarié de s'investir voilà, dans ces projets-là. Évidemment, combien de travailleurs sont déjà dans l'exploitation? Est-ce que c'est le premier engagement? Est-ce qu'il y a déjà des gens? Et au final, parfois, c'est vrai que le patron met son grain de sel, mais finalement, le nouveau salarié va travailler avec le salarié déjà en poste. Et donc, c'est très important de connaître aussi son point de vue à lui, salarié, finalement, avec quelle tâche il est à l'aise, avec quelle tâche il n'est pas à l'aise, etc. Donc, oui, effectivement, le secteur d'activité et les différentes arborescences. Et voilà, ça c'est plutôt un aspect pour nous recruteurs de savoir voilà, quelles sont les habitudes de recrutement et quels sont les problèmes rencontrés pour ne pas les répéter finalement, hein, de se rendre compte que à chaque fois on publie une offre d'emploi, mais on la publie uniquement, je ne sais pas moi, sur une seule région. Voilà, peut-être qu'étendre son réseau peut permettre d'attirer plusieurs candidats. Ensuite, on rentre vraiment dans la plus grosse partie de l'analyse de poste. Donc, il y a la description du poste. Et généralement, on fonctionne en passant une journée type ou une semaine type en revue. Alors, en agriculture, c'est encore plus spécifique puisqu'il y a aussi la saisonnalité. Donc, on essaye d'en tenir compte. Et voilà, on explique, voilà, finalement, la journée, elle commence à quelle heure et on commence par quelle tâche. Et finalement, on doit arriver à 8 heures. Mais est-ce qu'à 8 heures, on est déjà en tenue de travail ou est-ce qu'on prend un café pour faire un briefing ou, vous voyez, tous des petits aspects qui peuvent influencer la convivialité finalement sur le poste de travail. Et alors, quand on parle de tâches, c'est vraiment de voir avec précision, voilà, le matin, effectivement, on arrive à 8 heures, on se met en tenue, on commence par désinfecter le matériel, hein, parce qu'on doit le laisser tremper 15 minutes, ensuite on passe un coup de balai, ensuite on va relever le courrier, ensuite on utilise tel et tel produit très spécifique, hein, qu'il faut connaître ou pas en amont, hein, qui peuvent s'apprendre le jour même parce qu'ils ne sont pas chimiques ou quoi que ce soit. Enfin voilà, tous des aspects vraiment très précis qui permettent alors au futur salarié de pouvoir comprendre vraiment les tâches qui vont lui être demandées et surtout lui de pouvoir se dire ah oui, pas de souci parce qu'effectivement ce produit-là je le connais, je l'ai déjà utilisé dans mon ancien boulot ou au contraire dans ma vie privée parce que j'ai aidé mon tonton dans l'exploitation, je le connais, donc finalement je me sens à même de pouvoir faire ces tâches. Donc, on parle effectivement du lieu de travail, si éventuellement il y a plusieurs bâtiments, des outils
utiliser, hein, pareil, pour que le salarié puisse se dire oui, je sais conduire un tracteur ou je sais utiliser un motoculteur ou je sais utiliser une treilleuse ou quoi que ce soit. Par contre, ou alors il dit ben non, je l'ai jamais fait, mais je vois ce que c'est et je pense que je pourrais apprendre rapidement. Ça peut aussi être quelque chose que le salarié peut dire. On en arrive effectivement voilà, aux objectifs du poste, hein, autant en termes de qualité qu'en termes de quantité. C'est important de pouvoir dire, voilà, la traite, moi, exploitant, je la fais en 2 heures. J'attends de toi que tu la fasses dans un premier temps en 2 heures et demie. On en reparle dans 2-3 mois de voir si on peut augmenter ces objectifs, ou en tout cas si cet objectif de 2 heures et demie est bien atteint. Si oui, tant mieux et on s'améliore. Sinon, on va en discuter et on va voir ce qui coince, quoi. C'est important de pouvoir aussi fixer des objectifs aussi. Enfin, certains disent que ça motive aussi les salariés de savoir vers quoi ils vont, quoi. On ne fait pas simplement une tâche en regardant voler les mouches, quoi. Il faut vraiment pouvoir avoir aussi la motivation de se dire on a du boulot et j'ai un timing à respecter. Oui, on parle aussi des difficultés fréquentes. Ça, c'est vrai qu'en agriculture, on en a moins, hein, mais c'est peut-être, par exemple, oui, il faut être polyvalent. Ça peut être une difficulté rencontrée ou voilà, ça dépend. C'est vraiment très spécifique à l'exploitation. Voilà, oui, les connaissances spécifiques ou les prérequis et les vêtements de travail, ça parle de soi-même. Ensuite, on rentre un peu plus dans les aspects qui sont liés à la contractualisation, donc être au clair avec quand est-ce que le contrat commence, quel type de contrat est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi durable, hein, parce que certains exploitants commencent peut-être par une période d'essai, une période de stage, ou un contrat peut-être plutôt à durée déterminée avant de pouvoir aller vers un CDI. Voilà, tous ces aspects-là doivent aussi être dits clairement aux salariés pour qu'ils puissent se projeter, quoi. OK, je viens là juste 3 mois et après, il n'y a plus rien. Ou alors, je suis là 3 mois, mais c'est en vue d'un long terme. Ça permet à la personne de se projeter. Donc, on reparle effectivement de bien définir les horaires et les temps de pause. Est-ce qu'ils sont fixes? Est-ce qu'ils sont variables? Est-ce qu'on fait des pauses finalement quand le travail est fini ou est-ce qu'on fait tous les jours à 10 heures une pause? Ça, c'est des aspects organisationnels. On se pose la question aussi des heures supplémentaires, parce que s'il y a des heures supplémentaires, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elles sont payées? Est-ce qu'elles sont récupérées par la suite? On parle de nouveau, oui, le salaire, c'est vrai que c'est malgré tout un aspect important, hein, c'est une question qu'on pose souvent. Finalement, quel va être mon salaire? Et ça va peut-être être parfois, c'est l'aspect décisif entre 2 postes. Si le salaire est plus attrayant d'un côté ou d'un autre, ça permet au candidat de pouvoir se positionner. Et oui, les conditions d'accès, ça c'est vrai j'en parlais un peu plus tôt, de bien être au clair sur voilà, s'il y a des aides à l'embauche ou des aides à l'emploi spécifiques, ça peut faire partie des conditions d'accès nécessaires au poste. Donc le travailleur doit pouvoir en bénéficier pour que l'exploitant puisse avoir des réductions de cotisations sociales, par exemple. C'est un aspect important à discuter d'entrée de jeu. Après, on parle un petit peu plus des conditions de travail. Est-ce que c'est un travail en équipe? Est-ce que c'est un travail seul? Est-ce qu'il faut être autonome? Est-ce qu'il y a du port de charge? Si oui, de combien au maximum? Si la personne a des problèmes de dos, mais elle dit « j'ai des problèmes de dos, je ne peux pas porter de charge », mais en fait, quand on dit que c'est porter des sacs d'engrais de 10 kg, il dit « ah oui, non, pas de souci, moi, quand je dis port de charge, c'est 25 kg ». Ok, voilà, on est déjà dans des faits plus objectifs. Oui, la température, l'aspect, que ce soit en extérieur, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des odeurs, etc., c'est des aspects qui sont importants de spécifier. On fait tout ce descriptif-là puisque par la suite, le candidat peut alors avoir toutes ces informations en main pour prendre les bonnes décisions, si ce poste l'intéresse ou pas. Parce qu'il n'y a pas seulement le titre de la fonction, hein, ouvrier agricole, mais ouvrier agricole dans une exploitation ou dans l'exploitation voisine, ça n'a rien à voir. Et c'est pour que on pense aussi que le candidat, en se projetant et en y réfléchissant, puisse se dire oui, je m'y vois ou non, je ne m'y vois pas, et pas qu'il vienne peut-être 1 ou 2 semaines pour ensuite se dire ah non, c'est pas du tout ça que j'avais imaginé. On essaye en tout cas d'avoir toutes ces descriptions-là pour que le candidat puisse en amont se dire c'est quelque chose dans lequel je me vois, ou au contraire, c'est quelque chose dans lequel je ne me vois pas du tout, et entre guillemets, tout le monde ne perd pas son temps avec des périodes d'essai qui n'aboutissent pas. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait cette description-là, le candidat va fonctionner pendant des années. Parfois aussi, ça arrive, hein, on reste des humains, voilà, de pouvoir changer d'avis ou
ne pas s'être rendu compte, malgré le descriptif, de l'ampleur de la tâche. Mais j'avoue qu'à la Mirelux, en tout cas, de passer par cette étape-là, ça permet vraiment aux candidats de pouvoir s'imaginer le poste par la suite, et on a de moins en moins de situations où le candidat change d'avis par la suite. Le dernier point, c'est de bien penser, on l'a dit aussi un peu plus tôt dans le webinaire, à prévoir des moments de briefing et de débriefing. Donc, que ça soit le premier jour ou que ça soit au quotidien, qui donne les consignes, à qui, si on a des questions, vers qui on se tourne, quand et où. S'il y a besoin d'une formation, pareil, avec qui, quand, où et combien de temps. Et bien sûr, prévoir des moments d'évaluation, de pouvoir dire le positif et le négatif aux nouveaux salariés, c'est toujours bénéfique pour l'avenir, de pouvoir dire, voilà, là, tu as commis 2 erreurs, essaye de ne plus les refaire. Hein, bon, voilà, de vraiment pouvoir se projeter dans l'évaluation et dans le débriefing des candidats. Hop. On peut passer à la suite. Donc, effectivement, une fois qu'on a défini le poste de travail de manière complète, on peut passer à la rédaction d'une fiche de poste, donc toujours en restant avec des faits objectivables. L'objectif est donc bien sûr de pouvoir visualiser vous-même votre propre projet, de se dire, OK, je ne me rendais pas compte, mais en fait, il y a beaucoup de tâches à effectuer, donc j'ai bien besoin de quelqu'un à temps plein. Ou au contraire de dire, bon, oui, mais finalement, cette tâche-là et cette tâche-là, je n'ai pas très envie de la déléguer, donc je vais plutôt prendre quelqu'un à mi-temps. On a fait le travail avec un exploitant, en fait, de faire vraiment la description complète du poste de travail et finalement, par la suite, mettre en couleur ce qu'il était prêt à déléguer. Et de cette manière-là, il a pu se rendre compte que c'était un salarié plutôt vraiment de base qu'il avait besoin pour effectuer vraiment les travaux d'entretien dans son exploitation dont il avait besoin, quoi. Donc, effectivement, cette fiche de poste va aussi vous être utile pour rédiger l'offre d'emploi et on en parlera juste après. Et enfin, comme je vous l'expliquais, de pouvoir objectiver les faits face aux candidats et de pouvoir parler de la même chose. Parce que c'est vrai que dans une autre présentation qu'on faisait à des exploitants, un patron nous disait que lui était en entretien d'embauche encore plus mal à l'aise que le candidat parce qu'au final, il ne savait pas trop quoi lui dire ou quoi lui demander. Donc, il était tombé dans le cliché de dire quelles sont vos qualités et vos défauts, mais finalement, il ne savait pas du tout quoi faire avec les réponses du candidat. Et donc, quand on lui a donné effectivement cette méthode de rester sur des tâches objectivables, voilà, maintenant, il prend le pli avec les candidats qui postulent, de faire le tour de l'exploitation et d'expliquer les différentes tâches à faire et d'avoir un langage commun finalement dans la relation d'embauche. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc la partie suivante, l'entretien d'embauche peut se faire sur le poste de travail en faisant le tour et la visualisation complète des tâches à effectuer. Ça permet de parler de la même chose et de parler de concret. Et alors un dernier point où là, nous, on aime insister aussi, je sais qu'on se répète beaucoup, c'est qu'une fois l'engagement validé, il est essentiel de définir un plan de formation et d'intégration. Ce n'est pas le tout de dire à la personne, tu viens lundi 8h et tu commenceras à travailler. Il faut être au courant que voilà, peut-être pendant la première journée, la première semaine ou le premier mois, en fonction de la complexité des tâches et peut-être du nombre de travailleurs, on va t'accompagner pour t'apprendre à faire le métier à notre manière. Parce qu'encore une fois, travailler dans votre exploitation ou travailler chez le voisin, ça n'a rien à voir. Et parfois, c'est vrai qu'on donne l'exemple, on peut avoir entre guillemets un petit jeune qui sort de l'école où on doit tout lui apprendre, donc on doit prendre le temps de tout lui apprendre, ou au contraire, quelqu'un de plus expérimenté où on doit désapprendre pour réapprendre, parce qu'il va venir peut-être avec des méthodes de travail ou des habitudes de travail de ses anciens emplois qui vont devoir être déconstruites pour finalement pouvoir travailler de la manière dont on travaille dans votre exploitation. Donc voilà. Une fois qu'on a effectivement balayé un petit peu tout ça, on peut passer à la rédaction d'une offre d'emploi. Donc effectivement, ce n'est pas forcément un passage obligatoire puisque comme je vais vous l'expliquer juste maintenant, sur le marché de l'emploi, il existe la partie visible et la partie plutôt cachée. Donc généralement, comment ça se passe ? Donc d'abord, le marché de l'emploi plutôt visible, ça va plutôt être les annonces publiées sur les sites, sur Internet, donc soit sur les sites du Forum ou de Pôle emploi, via des services comme les MIR, les missions régionales ou la Chambre de l'agriculture des Ardennes. Il y a après des sites spécifiques de recherche d'emploi. On peut mettre des petites annonces dans les journaux, à la télé, à la radio. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est possible. Recruter via des agences intérim.
ou alors, ah oui, directement la petite affiche sur la porte soit du magasin ou de l'exploitation. Donc ça, c'est vraiment le marché visible. Il est rédigé, il est visible à tout un chacun. Le marché caché, c'est plutôt tout ce qui va être candidature spontanée ou présentation spontanée, ou surtout le bouche à oreille. Eh bien, sachez que les candidats recherchent à 85% via le marché visible. Donc, les candidats, quand ils recherchent un emploi, vont sur Internet chercher des offres d'emploi sur Internet, tandis que seulement 15% des employeurs recrutent via les offres visibles. C'est-à-dire que 85% des employeurs recherchent plutôt via le marché caché. C'est-à-dire que généralement, comment ça se passe quand on a besoin de quelqu'un? On va d'abord demander autour de nous, aux cousins, aux voisins, à la voisine, finalement, tu n'as pas quelqu'un à me recommander. Ensuite, on passera plutôt de regarder les anciens stagiaires ou les candidatures spontanées qui nous sont parvenues. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui pourrait nous convenir? Et seulement ensuite, on publiera une offre d'emploi. Donc voilà, ça aussi, il faut être bien, bien conscient que c'est pas encore revenu dans les habitudes de passer tout de suite par la publication d'une offre d'emploi. Parce que c'est vrai qu'il faut être au clair aussi, quand on publie une offre d'emploi, il faut pouvoir déjà la rédiger, réceptionner les candidatures, trier les candidatures. Ça demande quand même une charge de travail quand même conséquente. Ensuite, voilà, je vous ai pris quelques thématiques de la rédaction d'une offre d'emploi. Donc, j'ai pris simplement un canevas d'une offre d'emploi qu'on peut trouver sur le site du Forum en Wallonie. Donc, bien sûr, évidemment, l'intitulé de la fonction, en faisant bien attention à ne pas faire de discrimination de genre, parce que c'est vrai qu'il y a certains aspects, je pense que c'est la même chose en France, mais certains aspects qui ne peuvent pas être mentionnés sur une offre d'emploi. Et effectivement, le genre ne peut pas en faire partie. Vous ne pouvez pas chercher une ouvrière, vous devez mettre une ou un ouvrier, ouvrière agricole, par exemple. Donc, effectivement, de spécifier le plus précisément possible le titre de la fonction, le secteur d'activité, les lieux de travail et le nombre de postes à pourvoir, histoire de pouvoir, dans un premier temps, de voir, ah oui, c'est à Rethel, dans le département des Ardennes, oh là là, c'est un peu loin pour moi, et le candidat peut facilement passer à autre chose. On parle ensuite effectivement de description de fonction, donc l'explication de l'entreprise et des activités de l'entreprise pour pouvoir se projeter ou non dans ce type de poste. Après, il y a toutes les informations plutôt liées au contrat, donc comme on l'a dit, type de contrat, date de début, date de fin éventuelle, la durée du contrat, le régime de travail, est-ce que c'est un temps plein, un temps partiel, les horaires, est-ce que ce sont des horaires de jour, horaires de nuit, est-ce qu'il y a des prestations les week-ends éventuellement, est-ce que ce sont des horaires fixes, variables, des horaires flexibles, fixer aussi le salaire, donc voir le salaire éventuellement, le barème et les avantages extra-légaux. Donc ça, ne pas hésiter à se renseigner auprès de son secrétariat social ou de son centre de gestion pour avoir ces informations-là assez précises parce qu'effectivement, vous avez des minima à respecter. Et donc, par la suite, vous pouvez regarder aussi à demander les expériences requises. Donc, est-ce qu'il y a une formation, une qualification, un diplôme qui peut être exigé? Parfois, on pense à préciser, oui, le permis de conduire. Est-ce qu'il faut le permis tracteur pour la Wallonie, par exemple, le permis G? Est-ce qu'il faut connaître une langue spécifiquement? Je vous en parlais un peu plus tôt. Donc voilà, ça c'est tous des aspects où c'est l'endroit pour le dire, parce qu'effectivement, voilà, dans la dernière partie, vous avez les coordonnées et le gestionnaire de l'offre, donc où, comment et jusqu'à quand peut-on envoyer sa candidature, et finalement, quelles sont les informations que le candidat doit fournir dans sa candidature. Et donc, par exemple, tous les aspects qui sont là au-dessus, où on disait peut-être les exigences du poste peuvent être demandées. Il y a certains employeurs qui demandent une copie du permis de conduire, ou parfois dans d'autres fonctions des copies de certification, quoi que ce soit, pour que la candidature, entre guillemets, soit valide. Maintenant, il faut être au clair aussi que, on dit toujours, on peut être un très bon travailleur, mais avoir des difficultés à trouver du travail. Encore cette semaine, j'ai reçu un super beau CV, franchement magnifique, bien propre, bien rédigé, etc. Mais finalement, en entretien, le candidat ne correspondait pas du tout au secteur agricole et je me demande même s'il n'y avait pas des problèmes d'alcoolisme. Donc, effectivement, ça ne transparaît pas sur un CV, mais on a aussi l'exemple inverse où parfois des CV qui tiennent en 3 lignes
Et on se dit, mon Dieu, il n'a pas d'expérience ou quoi? Et en fait, quand on rencontre la personne, c'est simplement qu'elle n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, elle n'est pas à l'aise avec la rédaction d'un CV, mais par contre, elle a un bagage de fou pour pouvoir travailler en exploitation, quoi. Donc vraiment, c'est un conseil que j'essaye de faire passer au plus. Ne jugez pas les personnes sur leur CV, donnez-leur la chance de venir en entretien d'embauche et souvent, c'est par la discussion qu'on se rend compte si la personne a les compétences pour effectuer les tâches que vous proposez. Donc voilà, c'en est tout pour ma partie. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, je vois dans le chat. Mais oui, donc je vois effectivement qu'il y a une question par rapport au fait qu'on ne prépare pas forcément l'embauche en amont et que donc le jour où le candidat arrive, on ne sait pas trop quelle tâche lui confier. Ça, c'est vrai que ça arrive bien plus souvent qu'on le dit. Et c'est vraiment un travail de réflexion qu'il faut faire en amont pour pouvoir recruter de manière efficace. Donc il y a une autre question. Combien y a-t-il eu d'ouvriers engagés dans les fermes depuis le lancement d'AgreenJob? Je n'ai pas les derniers chiffres. En fait, la difficulté, c'est que le projet AgreenJob vise les emplois transfrontaliers, donc on essaye vraiment de faire des ponts entre que les candidats puissent passer la frontière d'un côté ou de l'autre, donc autant des candidats français pour venir travailler en Belgique que l'inverse. Et à ce niveau-là, on coince vraiment beaucoup parce qu'il y a, voilà, la législation n'aide pas dans cette démarche-là. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, en fait, on a organisé 2 modules de formation où il y avait une vingtaine de candidats et je sais ils sont tous à l'emploi, donc on a au moins une vingtaine de candidats. Et pour l'instant, on est avec des candidats plutôt en job coaching, donc en accompagnement plutôt individualisé où on fait de la prospection avec eux pour les mener vers l'emploi. Donc le chiffre précis, je ne l'ai pas de tête. Je ne sais pas si éventuellement Olivier, qui est là aussi, si tu as la réponse. Donc la question par rapport à l'entretien d'embauche sur le poste de travail est intéressant, mais j'imagine que tout ne se fait pas là. Donc tout ne se fait pas là non, puisqu'on fait de toute façon un travail d'accompagnement autant des patrons que donc chacun de son côté et que des demandeurs d'emploi, un travail de préparation à cette rencontre. Mais ce n'est pas une préparation pour rendre les candidats tout beaux, tout propres et qui disent exactement les bonnes phrases que le patron veut entendre. C'est simplement un travail peut-être plus de compréhension de l'enjeu de l'autre, si vous voulez. Donc, c'est un peu essayer de faire bouger les lignes parfois du patron qui est très strict, de se dire non, moi je veux absolument un homme qui a plus de 50 ans, et de pouvoir lui dire écoutez, moi j'ai rencontré un candidat, c'est vrai que c'est une femme et c'est vrai que voilà, elle a moins de elle a 20 ans, elle est toute jeune, mais finalement voilà, elle est vraiment intéressée, elle est vraiment motivée et elle est vraiment disponible. Voilà, rencontrez-la et on verra, une rencontre n'engage à rien. Et parfois, effectivement, la rencontre n'est pas concluante, mais parfois, et plus souvent qu'on ne le pense, on se dit, écoute, pourquoi pas, on va tenter l'expérience et la contractualisation. Donc, ou pourquoi pas éventuellement passer par un stage, comme ça on se teste. Parce que c'est vrai que ça, c'est aussi un aspect dont on n'a pas parlé, mais ce n'est pas facile non plus d'accueillir finalement quelqu'un dans son exploitation et parfois on se dit est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne vienne travailler directement en CDI, je suis un peu sur la réserve, je préfère qu'on se teste mutuellement avant d'aller plus loin. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on met encore souvent en place, c'est voilà un stage d'intégration plutôt qui comprend cette petite période de formation sur le poste de travail, quoi. Où on demande à l'exploitant qu'il soit vraiment attentif, d'être à l'écoute de son salarié et présent, parce qu'il y a aussi bien des exploitants qui justement ont besoin de déléguer, ont besoin de temps, et donc dès que le nouveau salarié est là, on se plonge dans d'autres tâches. Non, malheureusement pas tout de suite. Il faut encore prendre le temps de pouvoir former et accueillir la personne sur le poste de travail. Pardon, je m'écarte un peu de la réponse, mais oui, du coup, le processus d'embauche, et effectivement, tout ne se fait pas lors de l'entretien d'embauche, l'entretien de mise en relation. Il y a le travail en amont et il y a le travail par la suite, quoi. Alors oui, l'ensemble des agriculteurs peuvent avoir accès au service d'AgreenJob. Dans les limites, évidemment, c'est un projet Interreg dans les limites de la frontière du projet, donc le département des Ardennes, la province du Luxembourg, la province de Namur et la province de l'Entre-Sambre et Meuse. Mais
je pense que quoi qu'il en soit, partout en région wallonne, les missions régionales pour l'emploi sont disposées à vous aider dans vos démarches de recrutement, tous secteurs confondus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez surtout pas par mail ou par téléphone. Je peux tout à fait vous transmettre les coordonnées de la mission régionale qui gère votre zone, on va dire. Les appuis au recrutement proposés en Belgique auprès des éleveurs sont-ils gratuits? En Belgique, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça aussi que le projet AgreenJob s'intègre avec le département des Ardennes en France. Ça, c'est peut-être mon impression à moi, parce qu'on va seulement tirer les conclusions dans cette deuxième partie d'année 2022. C'est dans le département des Ardennes, en tout cas, la Chambre de l'agriculture ont vraiment tout un accompagnement à disposition des agriculteurs, qui est peut-être un peu plus manquant ici en Wallonie, dans le sens où tout l'aspect administratif, je trouve que les exploitants sont vite livrés à eux-mêmes, de devoir voilà, prendre contact avec le secrétariat social pour avoir les informations, voilà, que ce soit en termes de barème salarial, en termes d'aide à l'emploi, etc. Donc oui, c'est gratuit. Enfin non, parce que l'affiliation à secrétariat social est payante. Les aides, que ce soit les missions régionales ou le forum, oui, ça reste des aides gratuites, oui. Enfant, l'accompagnement des éleveurs à l'embauche, qui le fait? Ben oui, voilà, la chambre de l'agriculture, mais je pense qu'il y en a une dans chaque département. C'est un service gratuit qui est assez, je trouve, personnalisé, dans le sens où effectivement, ils viennent vous rencontrer sur le poste de travail dans l'exploitation et ils font l'analyse de poste avec vous, quoi. Et c'est gratuit aussi. Donc oui, Olivier répond qu'effectivement, il y a plus ou moins 20 dans le secteur agricole et d'autres ont réalisé des stages aussi. Oui, parce qu'on misait aussi sur la découverte des métiers de l'agriculture. Certains candidats sont venus chez nous pour une totale réorientation, ne connaissaient pas du tout le secteur et ont donc fait des stages pour découvrir si c'était quelque chose qui les intéressait ou pas. Alors, un suivi après l'engagement est-il prévu pour aplanir certaines difficultés qui pourraient mal évoluer? Alors, c'est très bien qu'on me lance cette question. Donc, effectivement, les missions régionales pour l'emploi sont donc un service gratuit financé par la région wallonne. Mais ce n'est pas pour autant on n'aime pas dire gratuit parce que ça fait low cost. En fait, si vous voulez, on a quand même des objectifs à atteindre de mise à l'emploi. Et en fait, on reçoit, pour faire dans les grandes lignes, nos subventionnements à partir du moment où la personne a atteint 6 mois dans l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail en amont, mais on fait aussi pendant les 6 premiers mois du contrat ce qu'on appelle un suivi dans l'emploi. Donc, on vient normalement pas tout le temps non plus, on essaye de ne pas être trop envahissant, mais on vient surtout on vient de manière régulière. Donc, je dirais on vient la première semaine, le premier mois, au bout de 3 mois et au bout de 6 mois, sauf si l'employeur ou le candidat en font la demande, on peut venir plus souvent pour régler éventuellement des soucis. Et en fait, la plupart du temps, les discussions qu'on a, c'est des problèmes de communication. C'est simplement le candidat qui n'ose pas demander parce que le patron lui a déjà dit 3 fois où était rangé l'appel et il n'ose plus redemander la question. Et en fait, quand on en parle avec le patron, il dit « Mais si, il peut me le demander 10 fois, il n'y a pas de souci, tant que le travail est bien fait, moi je préfère qu'on pose la question 10 fois que de faire des bêtises. » quoi. Et donc, ça permet juste en fait d'avoir simplement un moment de débriefing parfois pour avoir l'occasion d'échanger sur ce début, de contractualisation. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en place, mais qu'on encourage toujours à faire au quotidien. C'est vrai que dans des grosses boîtes, on fait ces entretiens d'évaluation chaque année. Alors, l'évaluation, c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais en tout cas, un moment où on se pose et pendant 1 heure, on discute voilà, de ce qui va bien et de ce qui va mal, ce qu'on pourrait améliorer ou éventuellement des moments où on peut poser des questions un peu plus délicates ou quoi que ce soit. Vraiment avoir un moment de recul pour pouvoir voilà, parler un peu de tout ce dont on a besoin de parler. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ok, merci à tous pour votre attention. Merci Colline. Eh bien, on va passer tout doucement aux conclusions. Je reprends la parole. Alors, que retenir de ce premier webinaire? Eh bien, déjà que l'embauche d'un salarié n'est pas la seule solution pour alléger ses charges de travail.
Cela doit s'inscrire, et cela a été mentionné par un participant, cela doit s'inscrire dans une réflexion plus large sur l'organisation complète de son exploitation, donc de repenser son fonctionnement. Mais lorsque l'embauche d'un salarié est envisagée, l'intervention de Nadège et de Marine a montré qu'il est impératif de pouvoir, dans un premier temps, bien qualifier ses besoins en termes de tâches à déléguer, c'est-à-dire préciser le profil du candidat, donc à savoir est-ce qu'on cherche un débutant, un exécutant, un autonome, voire une personne plus indépendante et donc plus responsable dans ses tâches, du temps que ces tâches vont prendre, donc cela renvoie au taux d'occupation de la personne, mais également aussi de leur fréquence. Est-ce qu'on va avoir besoin de quelqu'un toute l'année ou sur une période plus restreinte? Tous ces éléments conditionnent donc le type de contrat. Ensuite, l'intervention de Colline a abordé les démarches de recrutement, donc définir le travail à travers l'établissement d'une fiche de poste pour ensuite pouvoir rédiger l'offre d'emploi à proprement parler. Alors, cette offre d'emploi, et Colline l'a montré, doit être précise en termes d'intitulé de fonction, de type de contrat, de niveau d'expérience souhaité, ainsi que les coordonnées, les conditions pour poser sa candidature. Cela montre donc bien que pour trouver le candidat recherché, il faut être précis dans sa demande et que cela nécessite de bien cerner ses besoins au préalable. En résumé, l'embauche, ça ne s'improvise pas. J'en reviens au titre de ce premier webinaire, ça se prépare. Diapositive suivante, Marine? Ou celle ou celui qui a la main sur la présentation. Voilà. Alors, en termes d'événements à venir, tout d'abord, je vous invite vivement à vous inscrire, si ce n'est déjà fait, au prochain module, au prochain webinaire. Donc, le suivant aura lieu le 24 février, d'ici une quinzaine de jours, avec comme sujet, comme thème, les aspects réglementaires et les coûts qui seront abordés donc, au niveau de l'embauche d'un salarié. Et enfin, le 10 mars, où là, le webinaire sera consacré aux questions d'organisation et de communication, qui sont vraiment deux clés de fidélisation des salariés. Alors, à côté de ce premier cycle, on va dire, de 3 webinaires, prenez date également de 3 voyages transfrontaliers qui sont planifiés pour les éleveurs bovins. Le premier aura lieu en France le 31 mai, suivra ensuite en Wallonie le 15 juin et on terminera le 28 juin par la Flandre. Et donc, ce sera l'occasion de visiter des fermes laitières dans ces 3 régions sur la thématique « Quelle stratégie pour améliorer la qualité de vie au travail des éleveurs ?» Alors, en France, le thème qui sera davantage développé concerne la société coopérative, donc comment coopérer efficacement pour améliorer ses conditions de travail. En Wallonie, le thème abordé portera davantage sur les aspects d'ergonomie, donc de robotisation et de transformation. Et enfin, le thème développé lors de la visite de la ferme flamande s'attardera sur les aspects de salariés en exploitation laitière, donc comment combiner les différents types de contrats. Donc quelque part, ces voyages transfrontaliers sont le prolongement des webinaires de ce début d'année. Et donc, vous avez sur cette diapositive le lien d'inscription. Et à côté de ces voyages transfrontaliers, il est prévu également 2 autres modules, qui s'inscrit toujours dans cette formation au management. Un qui serait consacré aux aspects groupement d'employeurs et l'autre plus aux aspects sécurité sur le lieu de travail, donc en exploitation. Mais le format reste encore à définir. On espère que cela puisse être fait en présentiel. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors,
N'hésitez pas à suivre les actualités de notre projet, de Coform. Il y a un site internet dédié. Il y a également, Coform dispose d'une chaîne YouTube sur laquelle les premières vidéos sont disponibles et peuvent être visionnées. Et également, n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question. Alors, il me reste déjà à vous remercier pour votre participation active et à remercier également les orateurs pour leur intervention d'une part et pour la qualité des informations dispensées d'autre part. Et j'en profite pour saluer au passage les représentants d'un Green Job. Ils sont plusieurs aujourd'hui, notamment Colline, oratrice. Voilà, donc qui est un projet Interreg, cela a été mentionné, qui est sur une thématique assez similaire à celle de Coform, qui est moins spécifique que Coform, mais avec lequel, en tous les cas, Coform interagit beaucoup. Voilà, donc c'est une belle collaboration que l'on a ensemble et ce webinaire en est une concrétisation. Voilà, donc pour ma part, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour le deuxième webinaire consacré aux aspects réglementaires et de coûts et je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci encore.